tous et très heureux de vous retrouver. Pour ce premier numéro de la Cité des Livres, je reçois Raïssa Yao, une consoeur journaliste et militante des droits des femmes. Elle est l'auteure de ce recueil de nouvelles « Non, ce n'est pas de sa faute », Non, ce n'est pas de sa faute, publié aux éditions Istar. Voilà. Alors, Raïssa Yao, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, Angela. Alors, je dois... Merci de m'avoir invité aussi. Merci. Pourquoi cette couverture? D'abord, on voit un fond noir, le noir qui parle un peu de tristesse, on évoque un peu la tristesse. De la gravité. La gravité de la situation, effectivement. Et cette jeune fille qui est là, elle est très belle, telle qu'elle est habillée, en tailleur, on sent que c'est une jeune fille moderne. Et au fond d'elle, on voit la ville, une société dans laquelle elle voudrait vraiment s'épanouir, mais elle n'arrive pas parce qu'elle est liée. C'est pour ça qu'elle est ligotée. Justement, c'est pour ça qu'elle est ligotée. Mais elle peut pas aussi. On voit juste qu'elle pleure, mais d'une manière subtile. Elle a juste une larme qui coule parce que derrière elle peut pas rentrer dans cette cité-là parce que on voit bien que c'est une zone interdite pour elle. Voilà, on fait croire à la jeune femme, à la femme que voilà, la ville est là, la société est là, tu peux contribuer au développement, mais c'est pas toujours évident. Donc je pense qu'elle fait face à ce constat-là et puis bon, elle ne peut que pleurer, quoi. Et on voit que déjà même le ton du titre, non, ce n'est pas de sa faute. Le ton du titre de ce recueil de nouvelles souligne déjà l'intention même de l'ensemble du recueil. Cela a été fait exprès. Oui, c'est fait à dessein. Non, ce n'est pas de sa faute. Ce que j'ai constaté ces dernières années, c'est qu'avec l'avènement d'Internet et surtout des réseaux sociaux, la parole est libérée. Et on constate aussi ce que les hommes ne veulent pas forcément admettre. On vit dans une société qui est très patriarcale, où le pouvoir est déjà aux hommes. Et ils ont tendance à s'exprimer, à dire des choses, à tenir des propos sexistes. On rencontre plein de misogynes sur les réseaux sociaux. Une femme se fait violer, on dit « elle était habillée comment ?» Un monsieur laisse sa femme, va vers notre foyer avec des enfants, dit « ah, mais c'est qu'elle n'était pas à la hauteur ». Mais ce n'est pas de sa faute. On n'est jamais responsable quand on se fait violer. Donc, je veux dire, déjà, quand on rentre en librairie, qu'on voit cette couverture, non, ce n'est pas de sa faute. Voilà, c'est un titre qui parle tout de suite. Et je dois préciser que ce titre, c'est le titre de la 4e nouvelle de ce recueil. Oui, effectivement. Alors, parlons de cet accouchement-là, parce que ça a été quand même une délivrance. Exactement. Il y a un chemin qui a été fait. Est-ce que ça a été difficile de la conception à l'écriture jusqu'à l'édition? Maintenant, on va parler de la distribution de ce premier bébé, si on peut s'exprimer ainsi. Ça a été difficile, oui je reconnais, ça a été difficile parce que déjà qu'écrire même est douloureux. Et franchement, c'est un exercice qui est vraiment difficile. Quoi qu'on soit habitué tout le temps à écrire en tant que journaliste, mais c'est pas un exercice. Et puis c'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Voilà. Honnêtement, c'est vraiment pas la même chose. Alors, ça a été difficile depuis le choix des sujets, parce que quand j'ai eu l'idée d'écrire. Face à ce que j'avais observé sur les réseaux sociaux, le choix n'a pas été facile parce qu'il y a tellement de problèmes. Voilà, il y a tellement de sujets. Et en même temps, ça vous offre aussi la possibilité de revenir, d'avoir beaucoup plus de sujets d'écriture par après. Exactement. Donc, il y a tellement de sujets qu'il a fallu faire un tri. Il fallait faire un tri à plusieurs niveaux. Il fallait choisir des histoires vraiment poignantes pour pouvoir toucher le maximum. Parce que l'idée en écrivant, c'était vraiment de faire de la sensibilisation. Et puis de l'éducation. De l'éducation. Voilà. C'était ça l'idée. Et on s'apercevra en lisant cet ouvrage que cet objectif-là a été respecté, a été même atteint. Là, le livre a été édité à compte d'auteur. Exactement. Donc, ce n'est pas qu'un investissement intellectuel, c'est aussi un investissement financier. Et je crois que c'est l'un des plus difficiles à faire. Oui, mais j'ai décidé que ça devait être un sacrifice sur ma participation
à ce combat-là. À ce combat, exactement. À notre cause commune. À notre cause commune, exactement. Donc, face à enfin, j'attends beaucoup de ce livre-là. Déjà, vous trouvez que l'objectif a été atteint. Oui. Ça me fait vraiment plaisir. Vraiment, parce que c'est très documenté, hein, on va en parler tout à l'heure. Voilà, c'était ça l'objectif en tout cas. Très bien. Informer et sensibiliser. Alors, pourquoi avoir choisi, dans ce combat-là, pourquoi avoir choisi une nouvelle plutôt qu'un roman ou un essai? Parce que quand on voit la teneur du contenu de ce premier ouvrage, on se dit, ben, elle est tout aussi à l'aise à écrire un essai, pourquoi pas, et à écrire un roman. Merci. Alors, pourquoi avoir choisi la nouvelle? La nouvelle, c'est, en fait, il faut être concis, précis et emmener en un temps record le lecteur avec toi dans ton voyage. C'est-à-dire que dans le roman... ça peut être long. Ça peut être long. On peut avoir plusieurs personnages. Et dans la nouvelle, il faut la densifier. Il faut la densifier, exactement. Et donc, j'avais 3 sujets à développer, 3 personnages. J'avais 5 sujets à développer. 5 personnages à mettre en avant et il fallait aller tout de suite. Et puis tout un environnement aussi à créer. Tout un environnement à créer. Voilà. Donc je me suis dit, avec la nouvelle, ça n'allait pas être vraiment long pour le lecteur, mais j'allais pouvoir l'emmener avec moi dans mon petit voyage. Donc une façon de rappeler la règle des 4 C. Parlons maintenant de la structuration de ce recueil de nouvelles. Dans un premier temps, nous allons aborder les thèmes, les différents thèmes choisis. Dans un premier temps, vous parlez d'une thématique pas très connue, mais dont mais qui touche quand même à beaucoup de femmes, c'est l'endométriose. À travers donc la toute première nouvelle que vous avez écrite. Et dans un langage, je vais dire détourné, vous nommez les menstrues par Marie-Rose. Oui, Marie-Rose, c'est un thème qui n'est pas nouveau. Déjà, quand on était au collège, moi j'ai fait un lycée de filles. C'est un thème qu'on utilisait entre filles parce qu'on était, il y avait un grand dortoir. Il y avait des filles de 14, 15 ans, mais il y avait des jeunes filles, nos petites sœurs de 9 ans, 10 ans qui n'avaient pas forcément leurs règles. Donc, on ne voulait pas qu'elles sachent ce qui arrivait des fois. Donc, on utilisait le code Marie-Rose. Très bien. Voilà. Alors, pour signifier que tu avais tes règles et tout, on disait Marie-Rose. Et le personnage de Lorraine, c'est elle qui souffre de l'endométriose. Oui. C'est quoi l'endométriose? L'endométriose, aujourd'hui, pour être honnête, quand je faisais mes recherches ou quand je consultais les médecins, c'est une maladie qui est peu connue. Donc, on sait que ça arrive pendant les règles. Les femmes, elles ont très mal au ventre et c'est un peu plus au-dessus des règles douloureuses. Ouais. Parce que quand vous lisez l'histoire de Lorraine, vous voyez qu'il y a des fois où elle s'évanouit. Elle ne peut pas aller au boulot, elle a perdu même... Connaissance, quand elle est à l'école, elle perd connaissance. Donc, on va dire, je peux citer dans ce que je dis ici que c'était les indices de la dysménorrhée, communément appelée règle douloureuse. Ça, on connaît. Et après, ici, je dis que elle souffrait d'endométriose, une maladie gynécologique dont souffre une femme sur 10 et dont l'un des symptômes est la dysménorrhée. Donc, quand on parle d'endométriose, il faut pouvoir penser à dysménorrhée qui fait référence aux règles et aux règles douloureuses. Alors, je parlais tout à l'heure de votre travail d'écriture qui est très documenté. Vous donnez même des conseils, en fait. Vous reprenez les conseils de médecins par rapport à cette douleur-là. Pourquoi avoir choisi de parler de ça, de cette douleur des femmes? Pour être honnête, c'est une nouvelle qui me tient franchement à cœur. Parce que déjà, la notion des règles, c'est un sujet tabou. Des mamans qui ont du mal à expliquer à leurs enfants comment est-ce qu'il faut faire lors des premières règles et tout. Donc, on n'en parle pas beaucoup. Et donc, quand j'ai eu l'opportunité d'en parler, je voulais donner le maximum d'informations à toutes ces jeunes filles et qui vont lire, de pouvoir
prendre connaissance, avoir le maximum d'informations et pouvoir s'en servir dans la vie. Alors, vous peignez tellement bien la douleur de Lorraine, qui a perdu beaucoup de boulot, qui a eu un parcours vraiment difficile tout au long de sa vie de femme. Vous en parlez si bien qu'on se demande, mais est-ce que quelque part, l'auteur que vous êtes n'est pas touché de près ou de pas trop loin par cette histoire? Peut-être que vous connaissez des gens qui ont vécu cela. Oui, je connais beaucoup de filles, beaucoup de jeunes femmes qui souffrent d'endométriose. Et franchement, pour avoir côtoyé ces femmes-là, je sais que c'est difficile. Moi, je ne souffre pas d'endométriose. Il m'arrive de faire des règles douloureuses. Là, c'est difficile pour moi. Donc, aller à un autre niveau, je me dis que ça doit être vraiment compliqué. Ça doit être très éprouvant. Voilà. Donc, Lorraine qui ne peut pas aller au travail, qui ne peut pas aller à l'école, vous imaginez, il y a une collègue qui me disait que quand sa cousine a ses règles, si elle n'a pas versé la poubelle, que ça arrive là-bas, elle peut se coucher pour venir la ramasser à la cuillère. Ouais. Donc, c'est vraiment compliqué. Et c'était pour moi l'occasion de dire aux hommes peut-être qui partagent la vie de ces femmes-là que souvent c'est beaucoup plus compréhensible. C'est pas facile. Ouais. Que ce soit en entreprise, que tu aies un collègue comme Alexandre, c'est pas facile. Que tu aies un époux à la maison, c'est pas facile. Il faut qu'ils s'habituent. Il y a des gens qui trouvent que pendant les règles, les femmes sont insupportables. Ou qu'elles font des caprices. Et qu'elles font des caprices. Mais je l'explique dans le document. Il faut qu'ils comprennent, parce que tant qu'on ne comprend pas, tant qu'on n'a pas l'information juste, on a du mal à avoir la bonne attitude. Mais ce qui est aussi bien dans votre livre, c'est que vous dépeignez si bien la douleur des femmes. Et on se dit, mais comment fait-on pour dépeindre la douleur? Je suis une femme. Ah, ne dites pas que c'est parce que vous êtes une femme. Toutes les femmes n'ont pas l'art de bien dépeindre une douleur ou leur douleur. Non, je vais simplement dire que c'est naturel. Donc, je suis une femme, je connais la douleur. Et ce que je sais faire le mieux dans ma vie, c'est écrit. Je n'ai pas appris autre chose. Très bien. Donc, tout mis ensemble, je pense que c'est ce qui a donné ce produit-là. Alors, je dirais réponse satisfaisante. Alors, un autre thème abordé dans ce recueil qu'on lit très aisément, 121 pages, ce sont les ravages psychosociaux de la stérilité chez les femmes. L'histoire de Marie-Laure en témoigne. Elle en a tellement souffert qu'elle s'est suicidée. Oui. Et elle a entraîné dans son suicide de ses enfants adultérins, de son mari. Alors, finalement, voilà, on se dit, mais la stérilité en Afrique, pourquoi est-ce que pour la femme, ça doit rester un problème? Bon, enfin, je vais me baser uniquement sur le cas de Marie-Laure. Ouais. Marie-Laure est devenue stérile suite à un avortement clandestin. Le terme, c'est un avortement. Elle en a connu deux. Une fois au collège, une fois à l'université. Voilà, donc elle a connu 2 avortements. Donc le dernier, il a été grave. Pourquoi? Marie-Laure aurait pu, à ce moment-là, avoir la vie, connaître la maternité, si elle avait eu recours à un avortement médicalisé. Assisté. Voilà. Et en Côte d'Ivoire, l'avortement est interdit. C'est puni par la loi. Mais la Côte d'Ivoire a ratifié le protocole de Maputo. Un protocole qui dit que la femme peut se faire avorter. Mais il y a des conditions bien précises. Dans certaines conditions. Suite à un viol, s'il y a un cas d'inceste, si la grossesse met en danger la vie de la femme ou de l'enfant, ou porte atteinte à la santé mentale de la femme. Mais Marie-Laure n'est pas dans tous ces cas. Bien sûr, oui. Donc, elle n'avait pas d'autre choix que de passer par cette voie-là. Que de forcer un peu le destin, et elle a payé. Le lourd tribut, en tout cas, elle a payé cher. Voilà. Alors, donc,
cette expérience de Marie-Laure repose la question fondamentale. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il faut légaliser l'avortement ou pas? C'est un peu difficile à affirmer. Déjà, avec le protocole de Maputo, on a un pas qui va permettre de circonscrire les avortements. Parce que si on dit aujourd'hui, on va légaliser l'avortement. Ce serait à la grande pagaille. Voilà, on est tous religieux ici, il y a une grande forte communauté chrétienne, une forte communauté musulmane. Tous les livres saints disent que c'est pas un avortement, c'est un crime, c'est tuer quelqu'un et tout. Donc ça va devenir assez complexe. Encore un autre problème. Encore un autre problème. Le cas de Marie-Laure, c'était la prévention. Dans le cas de Marie-Laure, c'était la prévention. Elle est étudiante, elle pouvait vraiment se préserver. Il y a tellement de méthodes aujourd'hui, il y a tellement d'associations, d'organisations qui permettent à la femme de pouvoir prendre ses précautions et ne pas tomber enceinte. Alors moi, je peux vous faire une confidence. J'ai été charmé par la personnalité de ce personnage, parce que ça reste un personnage, Marie-Laure, parce que je l'imagine belle et très douce, parce que ce qu'elle a vécu avec ses enfants adultérins, déjà les accepter, alors que elle était sous son toit avec son mari, elle a pris beaucoup de hauteur. Et surtout quand elle apprend que l'époux a un enfant, quand il arrive à la maison un soir, pendant qu'elle regarde la télé. Elle s'énerve un peu, mais bon. Elle aurait pu casser tout dans la maison, mais Marie est restée sereine. C'est une belle femme. Alors, je dois préciser que dans notre belle cité des livres, nous allons aussi à la rencontre de la rue. Et à la volée, nous demandons un peu aux gens quels sont leurs souvenirs de lecture. Quel est votre dernier souvenir de lecture? Le livre de Charles Blé Goudé et le livre de Soro Diom. Dans ce livre de Charles Blé Goudé expliquait sa raison, la raison pour laquelle il était venu défendre les institutions du pays. Et dans le livre de Soro Diom, il expliquait pourquoi il s'était retourné contre son père qui était Laurent Gbagbo. Donc en quelque sorte, les deux livres étaient liés par Laurent Gbagbo. Et les deux livres étaient liés par le fait que c'était une guerre des héritiers. C'est cette même guerre des héritiers d'Oufoué qui se retrouve aujourd'hui à la guerre des héritiers de Gbagbo, Bédié et de Ado. Donc c'est cette même guerre-là qui nous suivra jusqu'à... Bon, on ne sait pas. Mais il faut que cette génération-là passe pour qu'on puisse savoir si on peut s'en sortir. Mais on n'est pas encore sorti de cela. Parmi les thématiques que vous évoquez, il y a également le viol, notamment le viol de la petite Anaïs qui m'a moi scié en deux, d'autant que son bourreau n'a pu être jugé en fait. Le juge, pendant le procès, a fait un malaise et puis voilà, le chapitre ou la nouvelle se termine sur... cette fin-là. Pourquoi avoir imaginé une telle fin? C'est une facétie d'auteur. Un peu, oui. Je laisse l'opportunité au lecteur d'imaginer la suite. Et puis, en fait, c'est pour dénoncer le fait que... Le fonctionnement de la justice. Justement. Dans notre entendement, on se dit qu'on peut toujours négocier encore. On peut toujours négocier. Et vous voyez les parents de Reed, ils avaient les moyens. Beaucoup de moyens. Voilà, les parents de Reed avec les moyens. Et le malaise du juge n'est pas fortuit. Il avait tellement de pression. Donc on imagine les coups de fil qu'il recevait. Il n'en pouvait plus. Peut-être que de bonne foi, il voulait faire correctement son travail, mais il n'arrivait pas. Donc là, jouer le malade, faire un malaise, je pense que c'était la meilleure solution pour lui. D'échapper à... Voilà, c'était la meilleure solution pour lui. Mais c'est pour moi l'occasion d'interpeller les autorités pour dire vous pouvez faire mieux. C'est-à-dire le jeune homme, le jeune garçon, on peut toujours faire mieux. Le jeune homme qui voit la fille passer, au lieu de dire qu'elle m'a provoqué parce que sa robe était décolletée, qu'il se dise si je la touche, si je fais un viol, je peux me retrouver à la maca. Bien sûr. Voilà, c'est comme ça qu'on doit penser. Parce qu'elle est libre de s'habiller. Voilà.
Alors, ce qui est très intéressant dans cette nouvelle, c'est en fait votre démarche d'écriture. Il y a des statistiques officielles que vous donnez. Oui. Et ce sont des statistiques qui font vraiment froid dans le dos. Hein. Oui. Là, on voit la patte de l'excellente journaliste que vous êtes. Les élèves, page 92, les élèves en matière de viol sont une proie de choix. En 2019, ce sont 295 élèves filles qui ont été violées sur les cas recensés, ce qui donne un pourcentage de 47,57. Et en 2020, on observe une augmentation avec 399 cas recensés, soit 48,54%. Alors, concernant l'âge, les moins de 18 ans, les moins de 18 ans sont une proie importante avec respectivement 534 cas et 631 en 2019 et 2020, donnant ainsi 77,5 et 76,76%. Et c'est dans cette catégorie que figure la petite Anaïs. Oui. Il faut déjà se réjouir qu'aujourd'hui, il y a des données statistiques. Effectivement. Et ça, c'est un grand pas. Effectivement. Comment j'ai découvert ces données, je me suis dit qu'il était important de partager. Même si on est d'accord, qu'il y a beaucoup de cas qui ne sont pas déclarés, qui ne sont pas avoués. Exactement, mais il y a un début. Il y a un début. Il y a un début. Et je pense que le fait de partager va aider d'autres femmes, d'autres jeunes filles à parler. Des fois, il y a des jeunes filles qui sont victimes de viol, et puis c'est la maman qui dit c'est pas la peine d'en parler. Le papa qui dit c'est pas la peine, parce qu'il pense qu'il s'est jeté l'opprobre sur la famille. Sur la famille. Et tout. Donc, au moins, ils vont comprendre qu'il y a des langues qui se délient, oui. Et ça va encourager les uns et les autres à parler. Et je pense que ce livre participe également de cette sensibilisation-là. J'espère. C'est pour ça, ce serait bien que, voilà, qu'on en parle dans les écoles, qu'on en parle dans les communautés. C'est extrêmement important. Mais Raïssa Yao, ce livre pose fondamentalement une autre question, à mon humble avis, celle du droit pour la femme de disposer de son corps comme elle veut, comme elle l'entend. Est-ce que vous êtes de cet avis? Parce que toutes les histoires, finalement, quelque part, voilà, ramènent un peu aussi à ce débat profondément féministe. Hein. Au départ, le titre c'était Pourquoi Mère Nature? Parce que je me suis rendu compte, un constat que j'ai fait, que c'est vrai que je mets en cause les hommes, mais les hommes ne sont pas forcément à la base de tout ce qui arrive aux femmes. Ils profitent juste du fait que la nature, depuis le départ, a été un peu injuste avec la femme. Lorraine souffre d'endométriose. C'est pas la faute d'Alexandre. Lui, il attend juste qu'elle soit malade pendant une semaine et il peut aller chez le patron et dire ce qu'il veut. Mais dire d'elle. Voilà. Quand Martine contracte le sida, c'est pas de sa faute. C'est que son corps est plus apte à contracter le sida. Et vous le décrivez très bien aussi dans le... Exactement. Dans le livre. Donc, c'est la vie qui est contre la femme. Mais, comme je le disais dans la nouvelle... À dire que la vie est contre la femme, c'est donner raison alors à tous ces prédateurs. Je ne leur donne pas raison. C'est pour ça qu'à la fin de chaque histoire, on voit que les femmes arrivent à s'en sortir. Peut-être que la nature a décidé que ça soit dur. Mais avec ses efforts, elle se bat et on voit l'effort de chaque femme. C'est un discours un peu fataliste. Hein. Mais c'est dans le monde dans lequel nous nous retrouvons en fait. Ouais, souvent, on ne fait pas attention, mais c'est ce qui est. Très bien. Alors, nous, on a encore une autre rubrique. Et vous allez vous y habituer à chaque fois à nos rendez-vous. C'est que nous retournons à chaque fois dans la rue et nous demandons un peu voilà, aux passants, aux gens que nous rencontrons, de nous raconter l'histoire d'un livre qui les a marqués. C'est le titre de cette rubrique, le livre qui m'a marqué.
Dans vos souvenirs de lecture, quel est le livre qui vous a marqué au point de changer soit votre vie, soit votre vision des choses, du monde et puis votre vision des choses? Le livre qui m'a peut-être changé la manière de voir les choses en dehors de la Bible, le livre saint, ça serait peut-être le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, qui a modifié ma façon de voir un peu l'utilisation de l'argent. Et le fait qu'il mentionne deux types de pères, le père riche et le père pauvre, qui lui, pour qu'il faut aller à l'école, faire des études et avoir un emploi pour l'État. Alors que le père riche dit qu'il faut prendre parfois des initiatives et des risques. Les deux méthodes sont peut-être un peu opposées, mais s'équivalent parce qu'il faut bien avoir un travail au départ pour apprendre des choses et ensuite prendre peut-être des risques et faire des investissements pour gagner plus d'argent. Et donc ce livre, pour vous, a été un marqueur? Oui, ça a été un marqueur. C'est vrai que j'ai eu à lire d'autres livres sur le sujet, mais celui-là a été quand même intéressant pour modifier ma façon de voir les choses. Est-ce que vous lisez assez souvent quand même? Ces derniers temps, non. Mais j'essaie de reprendre un peu la lecture. Alors, dans la construction de ces 5 nouvelles, il y a les personnages. On a commencé par en parler un peu tout à l'heure avec Martine et les autres. J'ai comme l'impression que vous avez fait un choix, je vais dire un choix éditorial, un choix d'écriture. Les hommes, vous les confinez dans des mauvais rôles, et les femmes, vous les confinez dans les meilleurs rôles. Elles s'en sortent toujours grandies, heureuses et fortes de toutes les épreuves qu'elles traversent. On peut vous taxer, voilà, de visée féministe quand même. Oui, je l'assume. Et ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, toutes les femmes sont féministes. Parce que le féminisme... Dans l'âme. Voilà, exactement. Donc quand je vois certaines femmes qui disent « Non, je ne suis pas féministe », je ris. Parce que si tu vois une femme dans une situation, c'est instinctivement que tu vas essayer de l'aider. Question de sororité. Très bien. Donc toutes les femmes sont féministes. Voilà. Alors, les femmes, quant à elles, elles s'en sortent toujours, on en parlait un peu, elles sont battantes, très courageuses. Les hommes. Je prends le cas de Lorraine. Ce sont de bons exemples en tout cas. Les hommes ont déjà le pouvoir. Dans l'entendement, ouais. Même, voilà, dans la conscience collective. Dans la conscience collective, les hommes ont déjà le pouvoir. Et là maintenant, les autorités, on essaie d'une manière ou d'une autre de dire à la femme, ah tiens, vous avez tel quota, vous pouvez faire ceci. Mais en réalité, c'est pas ça. Ce sont les hommes qui distribuent. Ce sont les hommes qui distribuent. Et quand ils veulent, comme ils veulent. Voilà. Donc déjà dire à ces femmes-là, vous pouvez un peu d'effort et on va y arriver. C'est juste pour les encourager. C'est pas que je veux maintenir les hommes dans le mauvais rôle. Un peu quand même, un peu quand même. Un peu quand même, mais c'est la réalité. C'est juste motiver ces femmes-là, leur dire que vous pouvez. Ouais, vous pouvez. Vous pouvez. Et Lorraine l'a prouvé. Hein. Exactement. Elle y est arrivée. Et parlant d'ailleurs de Lorraine, dans votre livre, je découvre qu'il y a la fête des mères en Zambie. Oui. Que la fête des mères, c'est comme ça on dénomme le fait d'accorder des congés menstruels aux femmes qui souffrent d'endométriose, de règles douloureuses et autres. Oui. Ça, c'est très bien. Pourquoi on ne le fait pas ici? En Zambie, ça a été le combat de la société civile. C'est ça. C'est la société civile qui, à force, lors des différents plaidoyers, a pu obtenir cette journée. C'est une réelle avancée, ça. Voilà. Donc, c'est à la société civile ivoirienne, aux associations de femmes, aux féministes, d'engager ce combat. Ça commence à venir, je vois souvent des postes où on dit « Ah tiens, on peut accorder un congé menstruel aux femmes et tout ». Et je pense que c'est possible, mais si on y travaille toutes. Très bien. Ouais. Est-ce qu'il y a en Côte d'Ivoire des féministes? Il y en a beaucoup. Au sens pur et dur du terme. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de féministes, il y a beaucoup d'associations. Et depuis un moment, je parlais, en profiter pour parler de la Ligue ivoirienne des femmes des droits. Allez-y. Voilà, c'est une association qui fait beaucoup pour les femmes.
jusqu'à leur trouver un refuge. Les femmes battues, on leur trouve un refuge et pour qu'elles puissent... Ce serait d'ailleurs heureux elles ont de une assistance psychologique, ce qui est rare. Surtout chez nous, on se dit que le volet psychologique, c'est une affaire de blanc, alors que c'est pas ça. C'est très important. C'est très important. C'est tout aussi parce important. Parce qu'il y a la violence qui est pas tout simplement physique, mais elle peut être psychologique aussi. Et elle dure beaucoup plus longtemps que... Exactement. Donc, il y a l'ORAF aussi, qui est dirigé par Karel Laetitia. Elles font un boulot extraordinaire. Donc, il y a plein de femmes qui sont là et qui se battent à chaque fois. Et je vous assure que depuis qu'elles sont sur les réseaux sociaux, les discours sexistes, les misogynes sont rentrés dans leur coquille parce qu'ils ont vu qu'en face d'eux, ils ont des femmes. Il y a du répondant. Voilà. C'est ce qu'il leur fallait. Je pense que c'est ce qu'il faut à tous les niveaux dans la société maintenant. Très bien. Alors, qui vous a inspiré le profil de ces personnages? Est-ce que ce n'est que votre imagination ou ce sont des vies vécues que vous avez connues, que vous avez côtoyées? Un peu des deux. Un peu des deux. Mais il y a tellement d'humanité dans toutes ces histoires qu'on se demande finalement qu'est-ce qu'il y a de vous dans ces 5 histoires? Il y a un peu de moi partout. Parce que c'est moi qui vous emmène dans mon monde. Donc, il y a un peu de moi partout. Vous parlez de douleur, je sais ce que c'est que la douleur. Vous parlez d'amour. On a besoin d'amour dans la vie, peu importe la nature de l'amour, que ce soit avec un compagnon, un partenaire, une soeur, une amie, on a tous besoin d'amour. Et ce qui fait le monde, c'est l'amour. Bien sûr. Et dans ce rendez-vous, à chaque fois, nous allons dans la rue demander un peu aux gens s'ils ont souvenance d'un proverbe de leur localité et surtout s'ils peuvent nous dire ce proverbe dans leur langue et puis nous le traduire. C'est le principe de cette rubrique. Dis-moi un proverbe de chez toi. En Agni, il y a un proverbe qui dit Moko awala odo inifui. Ce qui veut dire que celui qui va en promenade ne peut pas trouver le cadavre de sa maman à la maison. Donc c'est pour dire qu'il faut toujours prendre soin des parents, il faut toujours prendre soin de sa maman et de son père et tout. Bon, chez nous, ouais, si on est guéri, on dit guéri. Le problème, ça veut dire, normalement, si tu es un jeune, tu n'as pas le droit de suivre une grande personne pour aller en brousse la nuit. Donc je suis donc baoulé. Et chez nous, il y a un proverbe qui dit sans lait, ça veut dire voir une personne, c'est pas connaître cette personne-là. Voilà, c'est un proverbe qui s'applique aujourd'hui, de nos jours, avec les amitiés, les hypocrisies. Voilà, tu peux voir quelqu'un, vous allez rire tout le temps, mais en fait, tu ne connais pas cette personne-là. Et chez nous, la langue qu'on parle, c'est le Dineka. Et alors, je vais vous dire un proverbe dans notre langue qui dit Konika ya urugben, toya ba biniki. En langue française, ça veut dire si tu chasses ton chien, c'est le caprice de quelqu'un d'autre qui va te mordre. Est-ce que vous pouvez nous dire un proverbe en baoulé? J'en connais 2. Alors, le premier, je viens de l'entendre. Très bien. Le second, je ne sais pas si je prononce bien, mais en baoulé, je suis baoulé, il y a un proverbe qui dit Keotoli, Yobolio. Ça veut dire c'est lorsque le vase est tombé qu'il s'est cassé. Et pour aller plus loin, pour dire que on ne peut pas réparer, on dit yes sandio ou sandili, ça s'est dispersé. Donc il y a dans certaines situations où on pense qu'on ne peut pas recoller les morceaux. Ce qui est fait est fait. Voilà, ce qui est fait est fait. Donc tu dis quand c'est tombé, ça s'est cassé et ça s'est dispersé. Très Donc bien. on ne peut pas recoller les morceaux. Et ça nous amène à notre toute dernière rubrique. Maintenant, c'est une sorte de face-à-face avec vous. Ce n'est qu'un questionnaire à la Proust que j'imagine pour rendre hommage à M. Bernard Pivot, qui reste pour moi l'un des plus grands journalistes qui nous a fait aimer la littérature à la télévision française.
Et à chaque fois, je terminerai tous mes entretiens avec les écrivains que je recevrai par ce petit questionnaire en hommage à M. Pivot. Alors, Raïssa Yao, pourquoi écrivez-vous? Pour me soulager. Et pour qui écrivez-vous? Pour les futures générations. Que représente pour vous la littérature? C'est un voyage pour moi. La littérature n'est-elle qu'une passion intellectuelle ou un acte de résistance pour vous? Plutôt un acte de résistance. Comment définiriez-vous l'écrivain? Une personne irrationnelle. Votre mot préféré de la langue française? L'amour. Pour vous, écrire procure-t-il le même degré de bonheur que lire ou aimer? Je pense que oui. Votre livre de chevet en ce moment? L'étrange destin de Wangrin de Amadou Hampâté-Bâ. Votre pensée préférée? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est une pensée que vous avez extraite de la Bible. Exactement, Psaume 23. Très bien. Y a-t-il un livre qui a changé votre vie? Si oui, lequel? Oui, Les erreurs de maman. Je ne me rappelle plus du nom de l'auteur, parce qu'il y a vraiment longtemps que je l'ai lu, mais j'ai encore l'histoire en tête. Très bien. Une histoire tragique. Votre auteur préféré? Biton Coulibaly. Croyez-vous en Dieu? Si oui, que lui demandez-vous chaque matin au pied levé? Je crois en Dieu, mais chaque matin, je lui demande de me préserver de méchantes personnes. Toute dernière question. Le jour où vous verrez Dieu, les yeux dans les yeux, quelle sera votre première question pour lui? Pourquoi toutes ces guerres dans le monde? Raïssa Yao, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le titre de votre recueil de nouvelles. Non, ce n'est pas de sa faute, publié aux éditions e-Star. La semaine prochaine, je recevrai M. Bemadrissa Koné. Bemadrissa Koné est essayiste. Ce sont ses 2 premiers essais qu'il a consacrés à une partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ça fait pratiquement 900 pages que j'ai lues avec beaucoup d'intérêt. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Lisez comme vous pourrez. Lire, c'est la vie. À la semaine prochaine.